C'est un pays rude et montagneux, habité par des bergers qui vivent toute l'année au milieu de leurs troupeaux. Le Gévaudan est une grande province sur le territoire du diocèse de Mende, ancêtre de notre actuelle Lozère. C'est un pays de hauts plateaux et de montagnes hérissées de rochers granitiques battus par le vent et de vastes pâturages bordés de forêts sombres et profondes. Une terre de légendes dont les paysages relatent de vieilles histoires de lutins et de sorcières, où parfois la nuit est hantée par les brumes et les loups sauvages qui se répondent d'une vallée à l'autre. C'est dans cette atmosphère quelque peu mythique que je vous propose aujourd'hui de découvrir l'un des mystères des plus meurtriers de notre histoire. Aujourd'hui, je vous présente la bête du Gévaudan. Post-scriptum avec Éloi Sainteau. Tous les samedis à partir de 14h. Nous sommes donc en Gévaudan, au début de l'été 1764, et entre 64 et 67 va voir naître une bien sinistre aventure. Plus de 120 personnes auront été tuées par une bête féroce dont on ignore encore aujourd'hui l'identité. Pour vous situer, à cette époque, c'est Louis XV qui est roi de France. On vient de sortir de la guerre de 7 ans. La Bretagne est au cœur de la révolte du Parlement de Bretagne. Et à Versailles, le cadavre de l'anciennement sulfureuse marquise de Pompadour est encore chaud. Mais revenons au pied du massif central en Gévaudan. C'est aux environs du petit village de Saint-Étienne, tout près de la forêt de Mercoire, qu'a lieu la toute première attaque perpétrée par la dite bête. C'est une journée comme une autre dans les pâturages, quand survient la mort violente d'une petite vachère de 14 ans. Le cadavre de Jeanne Boulet, en partie déchiqueté, sème l'effroi dans le petit village. C'est la première victime officielle de la bête. La première d'une longue série qui fera sombrer le Gévaudan durant 3 années interminables dans la terreur et la consternation. Durant l'été, plus de 20 victimes sont recensées. Ce sont principalement des enfants ou de jeunes femmes, car c'est cette partie de la population qui est la plus éloignée des villages. En effet, ce sont eux qui gardaient les troupeaux des bêtes. Naturellement, on se questionne sur la nature de l'animal. D'emblée, le loup est le principal suspect. Mais les paysans n'en croivent rien, ils ne sont pas dupes. Ils connaissent bien le loup, ils sont habitués à sa présence. Non seulement le loup préfère s'attaquer aux troupeaux, mais en plus c'est un animal très craintif et qui a peur des hommes. Il suffit de quelques grands gestes avec un bâton, accompagnés de quelques hurlements, et le voilà parti. Mais là, c'est une toute autre histoire. Il n'y a pas moyen. Quelques rares survivants racontent que la bête se fraye un chemin parmi les bêtes pour ensuite bondir sur sa proie, qui vraisemblablement est le berger et non un mouton. Elle se fiche pas mal des brebis finalement, cette bête, mais il n'y a pas que cela. La bête, enhardie par la longue impunité dont elle jouit, ne craint pas de se montrer dans les lieux les plus fréquentés. Elle va même jusque dans les jardins, derrière les murs et les villages. On dit même qu'elle passe si près des maisons qu'il ne lui reste que d'y entrer. C'est clair, ce n'est pas un loup. Alors les hypothèses fleurissent ici et là. Ça serait une hyène, un ours, un léopard, un tigre, ou même un singe. C'est dire à tel point le champ des possibles est foisonnant. Parmi toutes ces hypothèses, celle de l'évêque de Mende, capitale du Gévaudan, ne tarde pas à s'imposer. En effet, Monseigneur Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré a déjà son idée faite. Ce serait donc le bras armé de Dieu. C'est le fléau divin qui a été envoyé sur la terre en étroite collaboration avec le diable, si j'ose dire, pour punir les dérèglements d'une population inscrite depuis bien trop longtemps dans la luxure et le péché. Il a d'ailleurs rédigé un mandement qui est lu par tous les prêtres lors de la messe de minuit le 31 décembre 1764, dans lequel il ordonne à toute la population de Gévaudan d'observer 40 heures de prière publique et de repentir. Sur ce, joyeuse fête et bonne année. Mais seulement voilà, les repentances ne sont étonnamment d'aucun recours. Pour ce qui est de la réalité, les meurtres continuent inlassablement dans d'atroces conditions. La bête, cette fois-ci, devient diabolique. En effet, elle décapite ses victimes. Alors là, c'est une épouvante monstrueuse qui s'empare du peuple pastoral devant des crimes d'une atroce perversité. Et finalement, on se demande s'il n'y aurait pas une part de diable là-dedans.
Des battues avaient été données un peu plus tôt pour traquer l'animal. C'est le capitaine Duhamel qui, avec ses 56 dragons, n'ont fait que de rentrer les mains vides. Un peu plus tard, c'est plus de 1200 paysans qui pistent le monstre aux côtés du Duhamel. Cependant, les massacres continuent et l'itinéraire des chasses est désormais balisé par des cadavres et les diverses apparitions furtives rapportées à Duhamel par les villageois. Sur ces rapports, la description physique de l'animal ressort assez souvent. La bête est plus haute qu'un loup, basse de devant avec le poil rougeâtre. Elle a la tête fort grosse et le poitrail large et blanc cassé. De petites oreilles droites et crochues, comme des cornes, et une large raie noire sur son dos. Quoi qu'il en soit, Duhamel semble courir après un fantôme, l'ombre d'un monstre impalpable. Oft she visits this lone mountain, oft she visits this mountain, oft she visits this lone mountain, oft she visits this mountain. He like day and night is fate. He like day and night is fate. But by his own hands, and after mortal wounds, and after mortal wounds, discovered too late, and after mortal wounds, discovered too late, like day and night is fate. C'est ici qu'Actéon trouva la mort, poursuivi par ses propres chiens. C'était un extrait de l'opéra Didon et Énée en 1689, écrit par Henri Purcell. C'était sous la direction de William Christie et les Arts Florissants. Vous écoutez l'émission Postscriptum avec Éloi Sainteau. Les chasses organisées coûtent cher, terriblement cher à la province. On vit barricadé derrière d'épais panneaux de bois, et la frayeur qu'elle inspire empêche même les bûcherons d'aller couper le bois en forêt. Le bois devenant sans surprise fort cher et fort rare, contribue à appesantir le lourd tribut financier de la province dans une activité économique déjà instable et versatile. Cette fois-ci, le 7 février, c'est une chasse générale qui est organisée regroupant plus de 100 paroisses, avec pas moins de 20 000 chasseurs. 20 000, c'est énorme, c'est 5 fois la démographie de Saint-Flour à cette époque-là. Cette troupe, si je puis dire, se met en marche dès 5 heures du matin. Mais la visibilité est difficile. Il neige énormément, il y a à peu près 20 cm de neige. Et naturellement, les chiens de chasse ne sentent pas grand-chose, sinon avoir la truffe gelée. Mais soudain, miracle, la bête est aperçue. Donc on la course, elle est coursée, mais cela ne fait bien entendu que l'éloigner jusque sur les rivages de la Truyère. C'était convenu, un autre groupe de chasseurs devait les attendre de l'autre côté de la rivière. Mais ils ne sont pas venus, et contre toute attente, la bête a nagé. Et c'est comme ça, filant insupportablement entre les doigts de quelques 20 000 chasseurs, que la bête a continué ses crimes atroces. Le lendemain, au Malzieu, une fillette de 12 ans est décapitée. Au moment des faits, une paysanne l'a vue emporter la tête abandonnant sa proie. On ne retrouve la tête qu'à 250 mètres du corps. Dès que la bête est aperçue, on sonne désormais le tocsin dans les villages comme en état de guerre. Un homme va tenter de sauver le Gévaudan de son monstre.
C'est, paraît-il, le plus grand louvetier de France. Venant de Normandie, Jean-Charles Marc-Antoine Vaumelle-Denneval aurait abattu plus de 2000 loups. L'espoir renaît en Gévaudan le 17 février 1765, quand Denneval arrive dans le pays hanté. Seulement, les massacres continuent et Denneval n'a aucune piste. Plus de 30 chasses générales sont conduites à travers neiges et verglas, sans évidemment aucun résultat probant. L'une d'elles a mené 56 paroisses le 30 avril, malgré les quelques 45 cm de neige. Le froid y était tellement fort que certains hommes ont failli y perdre la vie. Les autorités décontenancées augmentent les primes tous les mois. Il est ainsi promis plusieurs milliers de livres à qui tuerait la malbête. L'odeur des primes furent tellement alléchantes que certains n'ont pas hésité à maquiller les loups qu'ils auraient tués pour rempocher la récompense. Un fermier dénommé Valentin a d'ailleurs affirmé que le fruit de sa traque était bel et bien la bête. Mais, surprise lors de l'autopsie, ce n'est qu'une pauvre petite louve dont on avait rempli le gosier de pièces d'étoffe, de rubans, de petits cailloux et même de coiffures de femmes pour espérer duper les autorités. Bref, malgré les méthodes d'ordinaire indéfectibles de M. Denneval, les crimes sévissent encore. L'affaire du Gévaudan, qui devient un véritable buzz dans tout le royaume de France, ne tarde pas à parvenir jusqu'aux oreilles de la cour d'Angleterre. Je ne vous cache pas qu'en Angleterre, tout est bon pour provoquer la moquerie envers la France et surtout le roi Louis XV le mal-aimé. On lit dans une de leurs gazettes que la bête qui avait dévoré 25 000 hommes d'une armée française se retrouva abattue par une chatte dont elle avait avalé les chatons. Naturellement, je ne vous décris pas la tête du roi lorsqu'il apprend cela. C'est très mauvais pour sa réputation au sein de toute l'Europe. Il prend donc l'affaire du Gévaudan en main. Il envoie son propre porte-arquebuse. François-Antoine, c'est son nom, arrive en Gévaudan en grande pompe. Il fait son entrée solennelle dans le courant du mois de juin avec de bons tireurs et de fins limiers. Pour Antoine, ce n'est qu'un loup, mais d'une espèce plus carnassière, et il compte bien le démontrer. Pendant ce temps, les carnages sont si nombreux qu'il serait bien évidemment trop long de tous les énumérer. Ce n'est que 3 mois plus tard, seulement après l'arrivée de M. Antoine, le 19 septembre, que la bête est tuée de sa main sur les terres de l'abbaye royale de Chazes. La bête est empaillée et envoyée à Versailles. On la montre au roi et à toute la cour, on crie la victoire de M. Antoine, sauveur du Gévaudan, et le roi fait don de la bête au jardin du roi. Cela serait trop beau. Quelques mois plus tard, d'autres victimes sont déclarées. Ce n'est pourtant que le début de l'horreur pour le Gévaudan et ses habitants. Vous saurez la véritable fin de cette histoire au prochain épisode. C'était Postscriptum avec Éloi Sainteau. Merci de nous avoir écoutés, et oui, je vous laisse en suspense pour cette incroyable affaire sur le Gévaudan, mais néanmoins vous aurez bien évidemment la suite, ce sera la semaine prochaine sur Postscriptum.